Mesdames, messieurs, c'est historique, Jérôme Powell, président de la Fed, vient d'avouer à demi-mot, il l'a avoué mais pas trop, que c'est la Fed qui est en partie responsable d'avoir cassé le système monétaire actuel. Et donc comme vous le savez, le système monétaire international aujourd'hui il est dominé par le dollar qui tient par les couilles tous les autres pays et toutes les autres devises, et bah ce système monétaire actuel n'est pas adapté pour le futur. Et d'un côté je me suis dit putain il est temps que Jérôme Powell le dise, et d'un autre côté je me dis putain depuis le temps qu'on est dans la crypto et qu'on attend ces phrases là, c'est quand même bizarre que Powell sorte ça de sa bouche. C'est comme si vous aviez le directeur d'un McDo qui dit à tous ses clients ouais les gars la nourriture que vous êtes en train de commander elle est dégueulasse, c'est exactement ça. Surtout les amis qu'à la fin de ce discours là il évoque Bretton Woods. Bretton Woods pour ceux qui ont séché les cours d'histoire c'est ça. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. La fin de la convertibilité de l'or vers le dollar. Avant, toutes les banques du monde, pour émettre et imprimer une monnaie, elles devaient avoir un même équivalent en or. Et depuis la fin de l'accord de Bretton Woods, eh ben, ils doivent plus trop respecter l'or qu'ils ont en réserve, donc peuvent imprimer de l'argent à l'infini. Et petite parenthèse, ça s'est passé en 1971, et pour les curieux qui aiment bien l'économie, etc., regardez le site What the Fuck Happened in 1971, vous allez voir que tout ce qui est arrivé dans le monde à l'heure actuelle est dû en partie à cet accord-là de Bretton Woods qui a tout déréglé dans le système monétaire et dans les vies de tout le monde au final. C'est juste impressionnant. Regardez par exemple ici, après 1971, c'est là où on a connu le plus grand nombre de pays en crise bancaire, où vous avez même des stats un peu loufoques. Après 1971, c'est là où les États-Unis ont donné un maximum d'argent à Israël. Enfin bref, vous avez plein de stats comme ça qui sont un peu folles, qui sortent de nulle part. Elles sont dispo sur ce site-là et c'est assez drôle et je vous en ai d'ailleurs parlé dans pas mal de vidéos. Et bref, depuis la fin de l'accord de Bretton Woods, la Fed a été placée au cœur du système monétaire international. Donc si on en est là aujourd'hui, c'est entre guillemets à cause de la Fed. Dites-vous que d'habitude vous avez tout le monde entier qui se tourne vers la Fed pour attendre ses décisions. En fait c'est comme si c'était une boussole qui allait décider de toutes les décisions économiques de tous les pays du monde. Sauf qu'aujourd'hui la boussole elle indique un problème, c'est elle-même. Surtout que dans ce contexte actuel on a la dette des États-Unis qui n'arrête pas d'augmenter, c'est infini. Donc à l'heure actuelle on a besoin d'un nouveau système monétaire et un changement à l'heure actuelle ne se fera pas sans casse, et c'est là que Trump intervient avec son plan qui pourrait sauver une majorité d'Américains mais qui mettrait dans la merde totale une minorité. Et bref, je t'explique tout ça dans cette nouvelle vidéo, donc reste bien avec moi. Surtout les gars, c'est que si on va assister à un nouveau accord de Bretton Woods, c'est juste un truc qui est totalement historique, et en savoir plus davantage sur le sujet, ça pourrait nous mettre bien, tu vois, en termes d'investissement, je pense ça là. Donc avant de commencer la vidéo, pense bien à liker, commenter, partager, bref, on est parti. Donc pour commencer, vous savez que j'aime bien qu'on parte sur un peu d'histoire. Alors je vous ai parlé de l'accord de Bretton Woods très rapidement. Donc l'accord de Bretton Woods a pris fin en 1971 par le président Nixon qui a décidé de mettre fin à la convertibilité de l'or vers le dollar, le fameux étalon or. Alors qu'est-ce que c'est? Ce que je vous disais, c'est que chaque banque de tous les pays du monde devait avoir une réserve d'or, une quantité d'or, et pour chaque euro, dollar, enfin peu importe, pour chaque monnaie fiduciaire qu'elle imprimait, elle devait avoir une quantité d'or équivalente, ok? Et en fait ça permettait d'avoir une unité de mesure de réserve. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. C'est comme si je vous disais, admettons le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin, la supply, l'offre totale, elle est de 21 millions. On sait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Bah là, c'est comme si je vous disais, on passe de 21 millions à l'infini. Donc il y aura autant de Bitcoin et il n'y aura qu'une seule entité qui contrôlera ça, ce sera la Fed, ok? Donc la Fed a été à ce moment-là l'un des acteurs majeurs du système monétaire international. Vous avez d'autres institutions comme le FMI également. Et eux, ils ont créé genre le cartel de la dette. Voilà, c'est comme ça qu'on doit les appeler, c'est le cartel de la dette. Et 50 ans après, le résultat, il est là, c'est que le système financier international actuel n'est plus du tout d'actualité pour notre monde. Les dettes de tous les pays, et les pays occidentaux principalement, donc États-Unis, Europe, etc., la dette est colossale dans tous ces pays-là à cause de ce système monétaire. Pour que vous puissiez vous rendre compte, les amis, la dette des États-Unis augmente d'1 trilliard de dollars tous les 180 jours. Et là, 1 trilliard, vous allez me dire milliard, trilliard, enfin, il y a beaucoup de gens qui confondent. Les gars, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est 1 trilliard, on va revenir là, au million. Il y a 1 million de secondes, on était le 29 mai, ok? Il y a 1 milliard de secondes, on était en 1993. Il y a 1 trilliard de secondes, on était en moins 30 000 avant Jésus-Christ. C'est bon ou... c'est bon, voilà. Donc là, imaginez, la dette des États-Unis, elle augmente de 1 trilliard tous les 180 jours. C'est comme si tu prenais une Aventador, tu mets pied dedans, pied plancher, et tu fonces dans un mur. C'est exactement pareil. La dette américaine aujourd'hui est à 36,2
2 trilliards de dollars, ça représente un peu plus de 100 000 balles par habitant dans toute la population des États-Unis. Et croyez-moi qu'ils sont beaucoup. La dette actuelle des États-Unis représente 114% du PIB. 114% du PIB. Ça veut dire que tout ce que produisent les États-Unis à l'année, tout ce qu'ils font en termes de recettes, ce n'est pas suffisant par rapport à la dette. C'est comme si tu avais actuellement un loyer, et tu vois, tu perçois ton salaire et tu as un loyer, c'est comme si ton loyer était plus cher que le salaire que tu gagnes. Comment tu veux vivre? C'est plus possible. Et je vous parle même pas de projections, parce que les projections futures pour les États-Unis et la dette d'ici 2050, voilà, c'est, les gars, on parle de 195% du PIB. Donc autant vous dire que là, c'est cuit d'avance. Et forcément, quand vous avez une dette qui s'alourdit, vous avez les intérêts qui s'alourdissent. Ah oui, parce que pour rembourser la dette, généralement, les États-Unis empruntent de l'argent. Et sur cet emprunt-là, bah, il y a un intérêt à payer. Et ces intérêts-là, on les appelle charges de dette. Ok, c'est comme si tu faisais une randonnée, que tu avais un sac à dos, que à chaque kilomètre que tu avances, à chaque kilomètre, on te rajoute 1/36e du poids dans le sac à dos. Dit comme ça paraît, hein, faites la fin de journée, les gars, le sac à dos, plus personne peut le porter. Et bah, les États-Unis sont exactement dans cette même merde. Et c'est là qu'intervient ma partie 2 de la vidéo, le plan de Trump. Alors, que faire dans ce genre de situation où, bah, on dirait qu'il n'y a pas trop de solutions, vous mettez Trump et Elon Musk, donc l'homme le plus riche et l'homme le plus puissant du monde, et vous les faites réfléchir dans une salle. Alors, je parle pas des récents clashs qu'il y a eu, j'ai fait toute cette vidéo, enfin bref, j'ai tout scripté avant que toutes les dingueries arrivent avant-hier là, donc ça, on met de côté, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le plan de ces génies, ça se passait en 2 étapes. Donc la première étape, c'était de créer le département DOGE. Donc le DOGE, c'était le Department of Government Efficiency. En gros, c'était un département qui devait alléger et optimiser toutes les dépenses de l'État pour récupérer un maximum d'argent. C'était la première chose à faire. Il y avait énormément de dépenses inutiles aux États-Unis. Bah, ils pouvaient rembourser déjà une partie de leur dette avec ça. Grâce au DOGE, ils ont économisé entre 160 et 175 milliards de dollars. C'est beaucoup. Mais ça reste quand même insuffisant. Ah ouais, parce que les gars, la dette, elle s'alourdit de 1 trilliard tous les 180 jours. C'est la vitesse de dette augmente, tu peux rien faire en fait. Et Elon Musk le dit lui-même d'ailleurs, que le Dodge, c'était un gros fail. Ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, malgré 175 milliards qu'ils ont quand même réussi à économiser. Et là, on passe à l'étape 2 du plan de l'administration Trump, dissocier le secteur public du secteur privé. On se préoccupe plus du déficit, le but à ce moment-là est uniquement de soutenir la croissance du pays, quitte à casser complètement la monnaie, c'est-à-dire le dollar. Et c'est ce qui va déclencher notamment le One Big Beautiful Bill Act qui a été voté du coup le 22 mai, si je dis pas de conneries, ou le 21 mai. Et ça, c'est l'un des points principaux du clash qu'on a eu du coup entre Trump et Elon Musk. Alors qu'est-ce que c'est ce genre de décret? Il s'agit donc d'un gros plan de dépenses pour soutenir l'économie et diminuer les impôts. Sauf que pour mettre ça en place, les gars, il va falloir mettre des sous sur la table, il va falloir imprimer de l'argent. Et du coup, ce plan-là, c'est juste hyper inflationniste, oui, parce qu'on imprime de l'argent à partir de rien. Donc là, ça sent pas bon pour le dollar, ça fait baisser le dollar. C'était un peu comme ce qui s'était passé après le Covid, où il a fallu faire une relance économique, et du coup, les pays se sont mis à imprimer masse d'argent, les États-Unis ont imprimé quantité de dollars enfin bref. Et du coup, quand vous imprimez du dollar, c'est comme si l'offre augmentait, et du coup, hop, le prix il diminue. Le pouvoir d'achat du dollar diminue à ce moment-là. Mais un dollar qui baisse, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, je vous explique pourquoi. Parce que, les gars, n'oubliez pas que la dette des États-Unis est en dollars. C'est-à-dire que si le dollar baisse, et oui les génies, la dette baisse, techniquement, enfin plus ou moins. Donc cette mauvaise nouvelle pour le dollar, elle peut finalement être considérée comme une bonne nouvelle. Après, tout dépend des secteurs. Vous avez des gens qui touchent leur argent et tout leur pouvoir d'achat est uniquement lié au dollar. Vous prenez tous les pensionnaires, tous les retraités, eux ils touchent des dollars, tu vois. Et frère, la retraite elle va être serrée. Tous les fonctionnaires, c'est pareil les gars, ils bossent au gouvernement, c'est l'État qui paye, c'est chaud. Donc Trump, en laissant chuter le dollar, il règle un petit peu le problème du déficit, de la dette, etc. parce qu'elle s'allège techniquement, mais tous les gens du coup du secteur public, à ce moment-là, ils prennent une baffe, frérot, parce que le dollar, il chute. Et du coup, le niveau de vie de ces gens-là, il chute. Le pouvoir d'achat de ces gens-là, il chute. Mais dans le secteur privé, à contrario, la chute du dollar, entre guillemets, c'est un peu bénéf. Pourquoi? Parce que les entreprises pourront plus facilement augmenter leurs revenus. En baissant le dollar, toutes les entreprises du secteur privé deviendraient de plus en plus compétitives. Et rajouter à ça le fait que Trump, il veut enlever les taxes sur les entreprises du secteur privé. Donc ça laisse à toutes les entreprises du secteur privé une marge de manœuvre qui est extrêmement grande. Et du coup, étant donné que vous avez à peu près 15-16% de tous les citoyens
citoyens américains qui bossent dans le secteur public, pour Trump, entre guillemets, c'est comme si vous sauviez une grosse partie de la population et que vous mettiez une minorité dans la merde. C'est un peu ça. Et vous voyez ce genre de problématiques auxquelles fait face Trump à l'heure actuelle, c'est des problèmes qui pourraient arriver en Europe et en France dans quelques années. Donc c'est pour ça que je vous dis, écoutez bien cette vidéo, elle peut servir les gars, au moins vous saurez quoi faire. Si découpler le secteur privé, le dissocier du secteur public, entre guillemets, en mettant dans la merde les gens du secteur public qui représentent une minorité pour sauver la majorité qui est le secteur privé, si ça permet de réduire la dette, les gars, les pays le feront. Donc à voir si ça marchera pour les États-Unis, si ça fonctionne aux États-Unis, croyez-moi, c'est sûr, on le verra en Europe, en France, etc. Mais du coup, nous, en tant que traders, ce qu'on sait avec certitude, c'est que là, on va assister très clairement à une baisse du dollar, parce que le plan, c'est ça, et le plan, c'est de faire chuter le dollar. Donc on sait, nous, que le dollar, là, la décision politique monétaire que Trump et l'administration Trump met en place, c'est techniquement ça. Et on parle même, les gars, d'une chute du dollar jusqu'à 30%. Voilà. Il y a plein d'articles sur internet, je vous laisse regarder par vous-même. Le président souhaite cette fois-ci déprécier la valeur du dollar de 30%, un nouveau choc qui pourrait faire trembler les marchés financiers. Donc maintenant, quelles sont les perspectives dans ce scénario-là où le dollar se déprécie de 30%? Et bah, nos cryptos, elles vont kiffer. Bah ouais les gars, pourquoi? Parce que toutes les cryptos, elles sont contre du dollar. Aujourd'hui, le prix du Bitcoin, c'est BTC contre USDT, donc le dollar. Donc en fait, si vous avez le prix du dollar qui chute, automatiquement, même si le Bitcoin en lui-même ne prendra pas de valeur, le prix de BTC contre USDT va techniquement monter. Et donc c'est là que nous, traders, on intervient. Après avoir compris tout le contexte, après avoir compris les règles du jeu, c'est là qu'on doit faire un maximum de cash. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont du dollar en portefeuille. Alors que ce soit les citoyens américains, vous avez d'autres personnes dans le monde qui ont du dollar, voilà, et nous, qui détenons des crypto-monnaies, on est entre guillemets pour l'instant la minorité. Sauf que quand tout le monde va voir que le dollar se pète la gueule et perd de sa valeur, ces gens-là vont vouloir mettre leur argent sur des valeurs entre guillemets refuge. Donc à ce moment-là, on sait que certains secteurs vont profiter de ça, notamment le secteur des actions, le secteur des métaux précieux, notamment avec l'or, l'argent, etc. et le marché crypto. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ouais mais l'immobilier, etc. Alors l'immobilier les gars, il est je pense déjà assez cher pour que les gens commencent à se foutre sur de l'immobilier, sachant que c'est pas, enfin c'est un marché qui est complètement illiquide. Donc je pense pas que ce soit un move que les gens feraient pour se mettre, pour entre guillemets coffrer leur argent sur une valeur refuge. Et j'ai même vu regarder un article sur Redfin où on parle de 700 millions worth listing all time. En gros il y a un ATH de nombre de maisons mises en vente et en fait personne ne veut acheter aux États-Unis parce que déjà d'une part tous les biens sont beaucoup trop chers et d'une autre part en fait emprunter de l'argent à l'heure actuelle coûte trop cher avec les taux d'intérêt. Donc en fait le marché IMO là c'est un peu n'importe quoi. Et donc dans ce scénario là les crypto-monnaies sont l'alternative idéale. Et je pense que vous l'avez vu, vous avez déjà énormément de particuliers qui se sont mis à ça, mais notamment énormément d'entreprises avec Meta, Strategy avec Michael Saylor et plein d'autres banques qui se mettent à changer les dollars qu'elles avaient en caisse contre du Bitcoin. Et maintenant à l'heure actuelle on a aussi des États qui commencent à s'y mettre. Vous avez vu notamment le Salvador, vous avez vu les pays du Golfe également qui commencent à investir et accumuler du Bitcoin. Vous avez également le Pakistan qui a établi une réserve stratégique de Bitcoin et d'autres pays qui se tournent vers des solutions pour le mining avec l'Éthiopie également. Et pour finir, on a également l'Argentine qui a les yeux rivés sur le Bitcoin et une nouvelle acquisition en réserve de valeur également. Donc tous ces pays-là que je viens de vous citer sont en accord avec le FMI. C'est-à-dire que normalement cette institution-là, le FMI, n'aime pas du tout les crypto-monnaies. Sauf que là, ils sont en train de mettre la pression au Salvador pour arrêter entre guillemets tous les achats quotidiens de BTC pour en laisser aux autres États. Imaginez le monde là dans lequel on est. Tout le monde a compris que le système financier actuel est juste chaos. Et du coup, je viens de retrouver l'article qui dit que le FMI, donc là c'est IMF en anglais, dit que le Salvador doit faire un effort pour arrêter d'acheter le Bitcoin. Enfin bref. Et si vous obéissez pas au FMI, et le FMI, il coupe les vivres. Parce que c'est le FMI qui finance les pays. Ils ont de l'argent, ils prêtent de l'argent aux pays pour que les pays achètent du Bitcoin. Et ils ont l'accord du FMI. C'est une folie les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est pour ça que je vous parle de cartels. C'est vraiment des cartels. Et du coup, le monde de la crypto-monnaie amène tous ces cartels-là dans un endroit, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle ère où ils ont pas autant de pouvoir parce que tout n'est pas si centralisé que ça avec Bitcoin. Et en parlant de news, les gars, on va finir par celle-ci. La plus grosse banque de Russie a lancé une obligation Link au Bitcoin. Alors Link, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une obligation qui va suivre entre guillemets toutes les fluctuations du Bitcoin. Donc ce qui est bien, c'est que eux, ils payent en roubles et ils sont payés après les fluctuations du Bitcoin en dollars. Donc en fait, c'est un triple gain pour eux. Les mecs mettent du rouble russe, ils suivent les fluctuations et les variations, donc les performances du Bitcoin qui performent bien, et ils sont payés en dollars. Pour eux, le dollar
dollar, les gars, c'est quand même plus prestigieux que les roubles. Donc en fait, eux, c'est triple bénéf. Donc bref, là, vous avez compris que vous avez toutes les plus grosses nations. Moi, j'abuse, Éthiopie, Argentine. Vous avez énormément de nations qui commencent à se pencher sur le sujet crypto. Et là, il y a vraiment un engouement. Il y a vraiment un truc qui est en train de se passer, mais pourtant, c'est pas si médiatisé que ça. Et il y a tous les pays qui commencent à se dire, le système monétaire, là, ça pue. Je vais me mettre en crypto. Et moi, très clairement, j'avais peur d'une seule chose. Pour l'adoption massive du Bitcoin, c'était que la réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis arrive un peu trop tôt. Pourquoi? Parce que si vous avez la réserve stratégique et que les États-Unis commencent à acheter et à détenir un nombre de Bitcoin plus grand que tout le monde, quoi, les gens pourraient se dire, Bitcoin, en fait, ça va être les États-Unis qui le contrôlent, et des pays comme la Russie, par exemple, se seraient dit, bah moi, je vais pas acheter de Bitcoin parce que les États-Unis détiennent beaucoup trop de Bitcoin et auront techniquement la main sur les variations dessus. Et donc le fait que vous ayez à l'heure actuelle pas encore la réserve stratégique de Bitcoin full établie, donc pas entièrement établie, il n'y a pas encore le plan, etc. Et que d'autres pays pour l'instant commencent à s'accaparer des Bitcoins, c'est pour moi une bonne nouvelle pour l'adoption massive de Bitcoin. Donc selon moi, à l'heure actuelle, avec ce qui est en train de se passer, la ruée vers le Bitcoin est totalement universelle. Et peut-être que demain, s'il y a un accord genre le Bretton Woods 2.0, le Bitcoin aura sa place au cœur de ce nouveau système financier, et dans l'histoire quand même ce serait beau. Donc pour finir cette vidéo les gars, c'est juste pour vous dire que à l'heure actuelle, le système monétaire actuel, tout le monde a compris qu'il était caduque. Tout le monde se tourne petit à petit vers les cryptos, mais ça reste pas trop encore officiel, on le crie pas partout, etc. Mais je pense que les cryptos auront, j'ai quand même cette conviction là, et c'est bien que je vous partage toutes ces vidéos là, parce que moi, en tant que trader investisseur, le but, je vous le dis, c'est d'avoir la conviction dans ce que vous faites. Et en voyant des infos comme ça, moi, pour ma part personnellement, ça renforce ma conviction envers les crypto-monnaies. Donc ce sera difficile de savoir parmi toutes ces cryptos là lesquelles vont tirer leur épingle du jeu. C'est pour ça que je vous dis que peut-être qu'on rentre dans une nouvelle sphère où les altcoins, ça va être laissé pour vraiment nous, les traders, etc., qui veulent connaître de la volatilité, etc. Mais à terme, je pense que Bitcoin finira par être la base. C'est comme si c'était l'or de Bretton Woods 1.0. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent rejoindre le groupe privé, je vous mets le lien du Telegram public dans la description, et via le Telegram public, vous pourrez me texter et avoir un accès gratuitement au Telegram privé. Je vous laisse là-dessus. Bisous à tous. Ciao.